Dans un passage très célèbre de ces histoires, Prolybe, un historien de la Grèce antique réputé, identifie la religion, et en particulier le caractère politique de la religion, comme l'élément qui a le plus contribué à la supériorité de Rome et de sa constitution. Le rapport étroit entre religion et gestion de la chose publique qui caractérise le monde romain devient particulièrement évident au moment de la crise qui frappe Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui mène à la fin de la République et au début du régime augustéen. Les interconnexions entre sphère religieuse et sphère politique en ce moment de l'histoire de Rome se manifestent à différents niveaux et peuvent être analysées avec des perspectives différentes. Ce travail d'analyse, c'est celui entrepris depuis plusieurs années par Alessandra Roll, qui est l'autrice des quelques lignes que je viens de vous lire et qui travaille à l'Institut d'archéologie et de sciences de l'Antiquité de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Je vous propose aujourd'hui d'aller à sa rencontre pour découvrir comment religion, politique mais aussi pédagogie étaient étroitement mêlées à Rome il y a 2000 ans environ. Alors bonjour Alessandra Roll. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Alors comme je le disais, enfin non, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais vous êtes maître assistante à l'Institut d'archéologie et de sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne. Vous travaillez notamment sur la rhétorique d'école à Rome et on verra peut-être que même si ça nous semble très lointain, on peut faire des liens avec des choses un petit peu plus proches de nous puisque, vous me l'avez dit, les techniques de débat actuelles s'inscrivent dans une longue tradition qu'on peut faire remonter jusqu'à l'Antiquité. Et puis, ça par contre je l'ai dit dans l'introduction, vous vous intéressez également depuis quelques années au rapport entre politique et religion chez les auteurs latins de la fin de la République et de la première époque impériale. Et je vous propose donc qu'on commence par ce volet de vos recherches, si ça vous va. Très volontiers, oui. Et je me demandais, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce sujet ? Alors, en fait, je suis arrivée assez rapidement à m'intéresser à ce sujet, car déjà dans ma thèse de doctorat, que j'ai consacrée à un ouvrage du 1er siècle avant Jésus-Christ, un ouvrage de type satirique qui nous est parvenu en état fragmentaire, les satires ménippées de Varron. Je me suis plongée à étudier en particulier la religion, le traitement de la thématique religieuse dans cet ouvrage. Et à Rome, comme vous l'avez dit dans votre introduction, effectivement, parler des religions et parler des politiques, les deux réalités ne sont pas dissociables. Et donc, je me suis trouvée à investiguer cet ensemble, donc la représentation religieuse et politique à la fin de la République. Et alors, c'est quand la fin de la République à peu près ? La fin de la République romaine, on peut dire que c'est la première moitié, du 1er siècle avant Jésus-Christ. On est dans les années, disons, d'entre 80 et 40, plus en général toute la première moitié du 1er siècle. Et en ce moment, on a un bouleversement politique, donc on a l'émergence de figures qui plus en plus ont tendance à assumer des pouvoirs personnels. Je pense des noms que tout le monde connaît, c'est Pompée, César, qui sera après justement tué comme tyran en 44, et aussi des conflits internes entre des factions politiques, la faction plus proche du peuple, des classes mercantiles, qui sont les populares, ou l'autre faction opposée à celle-ci, qui est celle des optimates, de l'aristocratie. Surtout dans les années 50, les affrontements entre ces deux factions sont très fréquents et très forts à Rome. Donc, on a un moment d'instabilité interne, on a un moment d'expansion externe, la conquête de la Gaule en est un exemple, et on a aussi un moment très vif d'un point de vue intellectuel, car nous avons une réélaboration très originale et très forte en ce moment de la pensée philosophique grecque, notamment de la pensée philosophique, aussi de la pensée rhétorique, c'est quelque chose dont on va parler peut-être tout à l'heure, mais de la pensée philosophique. Et dans ce contexte aussi, on a une réflexion très forte sur la tradition religieuse romaine qui à l'exigence dans les classes intellectuelles, il y a l'exigence de la réinterpréter aussi à travers un nouveau filtre, qui est le filtre de la tradition philosophique, des réflexions philosophiques qui se sont répandues, disons, à Rome, ou dans les milieux intellectuels, et qu'on ressent les besoins de combiner avec une tradition religieuse qui est
considéré comme à la base du même bien-être de l'État, donc auquel on ne peut pas renoncer. Et Varron est un témoin exceptionnel pour cette réflexion sur la religion. Pardon. Excusez-moi, parce que Varron a écrit pendant de longues années, c'est ça, hein, il a une œuvre qui s'étend, alors qui est fragmentaire, vous me l'aviez dit. Oui. Alors, on peut dire entre nous que Varron était un graphomane, parce qu'il a écrit, on compte à peu près 70 ouvrages en environ 620 livres. Donc, c'est une énorme production qu'on a malheureusement presque totalement perdue. Mais heureusement, on en conserve des parties par tradition indirecte grâce à d'autres auteurs qui les citent. Et un ouvrage qui traite d'agriculture, on le conserve presque dans son intégralité en 3 livres. Et c'est pas cet ouvrage-là que vous vous êtes intéressé précisément, hein, je non. crois. Non, c'est pas celui-là. Mais alors pourquoi, quel rôle joue Varron justement dans cette période de grands chamboulements philosophiques, intellectuels, politiques, sociaux que vous venez de nous décrire? Alors effectivement, Varron était un polymathe qui s'intéressait à différents sujets, un peu comme un auteur qu'on côtoie plus, qui est Cicéron. Varron, ils sont contemporains? Ils sont contemporains, ils étaient... Peut-être amis, c'est un peu fort, mais ils étaient familiers, ils s'écrivaient des lettres, on a des lettres qu'on a conservées, donc ils étaient proches, disons. Et Varron a écrit de philosophie, de linguistique, d'histoire littéraire, d'histoire tout court, des traditions. Il était expert surtout des traditions civiles et religieuse romaine, donc il était un antiquaire, un expert d'antiquité. Et justement, un ouvrage sur lequel je me suis plongée dernièrement, c'est effectivement son traité des religions principales, les antiquités divines. Et dans quel contexte il écrit ce traité? Vous nous l'avez déjà un petit peu décrit, mais qu'est-ce qui déclenche peut-être l'écriture de ce traité? Et puis à qui est-ce qu'il est destiné, ce traité? La chronologie des publications de ce traité des religions, qui était en 16 livres, on ne la connaît pas exactement, c'est débattu, mais je crois, avec d'autres chercheurs et chercheuses, qu'on puisse, avec une bonne approximation, les dater au 46, dans la publication, la dater à 46, et c'est au plein milieu de la guerre civile entre César et Pompée, et déjà dans un moment où la victoire de César est assez claire. César est déjà le maître de Rome. César, en même temps, depuis les années 60, était aussi grand pontife, Pontifex Maximus, à savoir, était la figure la plus importante dans les contextes religieux à Rome, dans la religion publique. Et c'est lui le destinataire de cet ouvrage de Cicéron. Et donc, encore une fois, religion et politique, on ne peut pas les dissocier à Rome, c'est assez clair. Et c'est effectivement sur cet angle-là que j'ai abordé l'étude de ce traité pour montrer comment, surtout dans les premiers livres, qui est un livre programmatique de l'ouvrage, d'introduction, mais aussi des définitions programmatiques des buts de cet ouvrage, on peut relever, je le crois, des éléments qui visent à souligner les valeurs républicaines de la religion romaine dans un moment où la République était un risque de vie. Mais quand vous dites, Alessandra Roll, que la République est en danger de vie, est-ce que ça veut dire qu'elle a été renversée? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là concrètement? Alors, César meurt? Oui, César meurt. Il est tué? Il est tué un petit peu après, 2 ans après. Mais effectivement, avec la victoire qu'il remporte dans la guerre civile contre Pompée et les Pompéiens, on a une figure qui concentre dans ses mains un pouvoir. Il est dictateur perpetuus, donc il a un rôle assez, disons, dictatorial, en prenant avec les précautions dues ces mots. Il a un pouvoir personnel, en tout cas, qui s'est concentré dans ses mains, et c'est exactement la raison pour laquelle il est tué au 8 de mars de 1944 par un groupe, par une conspiration, et les conjurats se définissent en quelque façon tyrannicide. Donc c'est vraiment cette idée d'une tyrannie
qui s'est installé à Rome. Et après, on aura, après la guerre civile, après encore des guerres civiles, il y aura la figure d'Octavian Auguste qui, dans les faits, instaure les régimes impériaux à Rome. Et si on revient un petit peu à ce sur quoi vous avez travaillé, donc le lien, la façon dont religion et politique s'articulent aussi dans les textes de l'époque, je crois que vous avez travaillé sur 3 divinités, notamment chez Varron, hein, vous en parliez. Peut-être que vous pouvez nous dire qui sont ces 3 divinités et puis pourquoi vous êtes précisément intéressé à ces divinités dans ces textes. Et puis aussi, qu'est-ce que ça nous dit finalement de la Rome de l'époque? Oui, alors effectivement, dans ma première monographie issue en partie de ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur 3 divinités étrangères. Cybèle, venant de Phrygie, de l'actuelle Turquie, Isis et Sérapis, qui vient d'Égypte, et qui sont 3 divinités qui avaient un culte à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui étaient installées à Rome, mais qui étaient des divinités étrangères. Et donc, cela pose la question de l'intégration dans un système polythéiste d'une altérité divine. Et c'est l'élément que j'ai voulu sonder. Pourquoi chez Varron, dans tout ce qui nous reste de l'œuvre de Varron, parce que Varron est, pour la religion romaine, justement un témoin d'exception. C'est le premier qui a fait un traité sur la religion romaine qui a resté pendant des siècles les traités de référence. Aussi pour Augustin, étaient les traités de référence. Donc, pour les chrétiens qui étaient antagonistes après de son traité. Et dans son ouvrage qui s'étend, comme vous l'avez dit, dans une temporalité assez vaste, on a plusieurs fois référence à ces divinités qui ont un statut compliqué à Rome. Différemment compliqué, parce que Cybèle, elle est introduite à Rome de façon officielle en 204 avant Jésus-Christ par le Sénat. Elle est intégrée dans les panthéons romains et vénérée sous le nom de Mater Magna, la grande mère. Mais quand vous dites intégrée par le Sénat, comment ça se passe, l'intégration d'une divinité? En fait, on allait la chercher, alors où c'est aussi discuté. Certaines sources disent Pergame, autres disent Pacinonte, plus dans Anatolie. Disons, dans une région, en tout cas, de l'actuelle Turquie, où cette divinité était originaire. Et par une volonté du Sénat, il y avait une ambassade qui est allée chercher physiquement la déesse dans la forme d'une pierre noire, on pense au météorite, qui était la statue de culte, le représentant, disons, vivant de la déesse. Et là, physiquement, dans les bateaux, ramené à Rome, et puis un temple était érigé sur le Palatin en son honneur. Et donc, elle est ramenée à Rome, Oui. mais est-ce qu'il y a des intentions derrière cette migration, en quelque sorte? Effectivement, comme on vient de dire, la religion est politique à Rome. Et effectivement, oui, c'est une pas vers l'impérialisme romain dans la Méditerranée. On ramène une divinité orientale, entre guillemets, du Proche-Orient, et en quelque façon, on a une justification divine pour une expansion militaire. Ça, c'est donner une empreinte plus écuménique au panthéon romain. On intègre l'intégration ou le refus des divinités a toujours une valeur politique, justement. Parce qu'à Rome, donc, on est très ouvert sur les religions qui sont pratiquées. Oui, alors... Et liberté de culte. Liberté de culte, c'est un concept moderne, mais on est dans un polythéisme. Et la pluralité divine n'est pas en soi-même un problème parce qu'elle est intrinsèque au polythéisme. Après, à Rome, ce qui importe, c'est l'élément, disons, qui fait vraiment une distinction est la reconnaissance officielle par le Sénat et donc l'intégration dans les rituels publics, les rituels performés par les magistrats romains, ou aussi une dimension possible qui est de rester dans une religion peut rester dans une dimension privée, c'est-à-dire qu'elle est cultivée à titre privé par des privats citoyens,
ou par des citoyens privés et aussi par des prêtrises privées, mais pas par des magistrats publics. Et ça, c'est le cas, par exemple, d'Isis et Sérapis, longtemps, jusqu'aux années 70 après Jésus-Christ. Donc, dans les années qui m'intéressent avec Varron, c'est un culte installé à Rome, mais à titre privé. Et c'était tout à fait accepté, mais il y a, par exemple, autour de ce culte une lutte politique, parce que son existence est acceptée, mais il est utilisé dans les années 50 par la faction des Populares, dont je parlais tout à l'heure, pour essayer de montrer sa puissance politique en obligeant en quelque façon les Sénats à reconnaître l'officialité de ce culte. Ils essaient de forcer la main au Sénat, qui est par contre plus proche de la faction des optimates, de la faction adversaire. Ils y arrivent pas, mais Varron, dans les Antiquités divines, il fait référence à ces faits et on voit là très clairement la position proche du Sénat de Varron. Donc, dans les différents aussi ouvrages, on peut voir une volonté politique de Varron dans ses descriptions de ces divinités. Et vous disiez que suivant le contexte, vu qu'il a écrit sur une 50aine d'années, il ne traitait pas ou il ne représentait pas ces divinités de la même façon. Comment est-ce que ça se matérialise? Oui, effectivement, il ne représente pas ces divinités toujours pareilles parce qu'il y a une évolution dans le contexte politique, mais aussi parce qu'il y a une nature différente des textes dans lesquels il parle de ces divinités. Par exemple, dans les satires Ménippées, nous avons des extraits, des fragments assez longs concernant ces trois divinités. Et Cybèle, alors Cybèle, on a dit que c'est une divinité importée pour des raisons politiques et qui est une divinité importée officiellement à Rome, introduite officiellement à Rome, intégrée dans le Panthéon. Mais c'était compliqué elle aussi, parce qu'il y a une sorte de dichotomie dans cette figure. Elle est une grande mère romaine, prémisse de l'impérialisme romain dans la Méditerranée, mais en même temps, elle est aussi un aspect de cette déesse reste, aux yeux des Romains, barbare et difficile à concilier avec les valeurs religieuses romaines. Il y a un culte de type privé qu'elle est pratiqué pour elle, qui prévoit des rituels d'autocastration des officiants de son culte, des rituels sanglants, qui sont absolument loin des rituels religieux romains. Et cet aspect du culte problématique du culte de Cybèle, qui était loin de ces rituels publics accomplis par les magistrats, est ridiculisé chez Varron, dans les satires Ménippées, donc dans un ouvrage qui, pour sa nature, permettait ce type de représentation ridicule, parce que la satire, traditionnellement, est un ouvrage dans lequel on attaque les mauvais mœurs. C'est un ouvrage à caractère fortement moraliste, mais justement un moralisme qui est mélangé avec les rires et la dérision. Par contre, la même divinité, l'aspect roman de la même divinité, si l'on veut, est traité avec un grand respect par Varron dans ses antiquités divines. La Mater Magna est inclus dans ces divinités, dans les grandes divinités dont il parle à la fin de son traité. Et même, on a un essai clair de romanisation, d'intégration de l'iconographie phrygène de cette déesse. C'est une déesse qui a été représentée sur un chariot mené par des lions, donc un aspect assez exotique, les lions n'étant pas si présents dans la péninsule italienne. Et on essaie de donner une interprétation de ces philosophiques, si l'on veut, en quelque façon, de cette image de la déesse, justement pour la romaniser. Ce que vous décrivez, c'est que malgré l'intégration de Cybèle au Panthéon, elle reste malgré tout une figure d'altérité pour les Romains. Oui, absolument. Elle reste une figure qui a les charmes, je dirais, de l'altérité et les problématiques liées à l'altérité. Et celle de l'altérité, les thèmes de l'altérité, de l'intégration à Rome, de l'altérité, est un sujet qui me questionne, qui m'intéresse en fait dans mes recherches.
Notamment aussi dans des recherches que vous avez entreprises sur la rhétorique d'école, je crois. Alors, on n'est pas dans l'altérité religieuse, mais vous allez nous en parler. Parce que donc là, on s'éloigne un petit peu de Varron, pour le moment en tout cas. Mais vous avez entrepris dès 2012, quand vous êtes arrivé à l'Université de Lausanne, une nouvelle recherche donc, sur la rhétorique d'école, qu'on appelle aussi la déclamation latine, je crois. Qu'est-ce que c'est exactement cette déclamation latine? Oui, effectivement, oui, depuis 2012, je m'intéresse aussi, j'ai intégré ce nouveau champ d'études. Et la déclamation en latine, c'était les exercices qu'on pratiquait dans les écoles romanes, à l'école du rhéteur, donc au dernier degré de l'apprentissage scolaire romain, que les garçons pratiquaient, parce que c'était destiné seulement aux garçons issus des meilleures familles romaines. Et les exercices qu'on pratiquait pour apprendre à parler de manière convaincante dans la future vie civile et politique, c'est-à-dire au tribunal comme au Sénat. Et donc, c'est les garçons, mais est-ce que c'est tous les garçons ou est-ce que c'est réservé à une frange de la population en particulier? Oui, c'est toujours l'élite. c'est toujours les jeunes gens issus des meilleures familles, c'est-à-dire des familles les plus riches. Et sont seulement les gens de l'élite qui peuvent se permettre de faire fréquenter à leurs enfants l'école du rhéteur, parce que l'école à Rome est toujours une école privée. Et donc, il faut payer les rhéteurs pour leur service. Et donc, ces cours de déclamation sont réservés à une élite, vous venez de le dire, mais qu'est-ce qu'on apprend vraiment concrètement dans ces écoles à Rome? On apprend l'art de la persuasion à travers deux exercices princes qui sont un destiné à exercer la rhétorique de type judiciaire, donc les débats, et qui devait être justement idéalement destiné à débattre des causes au tribunal. Et l'autre destiné plutôt à exercer une éloquence de type délibératif, donc une éloquence adaptée au discours au Sénat. Et le premier exercice, c'est celle de la controverse, dans lequel les étudiants, les élèves étaient appelés à défendre ou accuser un certain personnage dans un plot complètement fictif, et même des situations souvent romanesques, farfelues. Et l'autre est l'exercice de la soisoria, dans lequel l'élève était appelé à persuader un certain personnage, toujours dans des situations fictives, à accomplir ou ne pas accomplir une certaine action. Où il pouvait s'imaginer d'être lui-même ce personnage et évaluer les deux différentes options qui se présentaient à lui. Et qu'est-ce qui vous intéresse précisément alors dans ces questions dans ces cours de déclamation? À quoi vous êtes intéressé, vous? Moi, j'ai étudié les recueils de déclamations que nous avons conservés, en particulier le recueil de Sénèque le Père, qui est le premier recueil de déclamations que nous conservons, qui est un recueil datant de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, mais qui nous relate vraiment des morceaux de déclamations aussi de la première moitié du 1er siècle avant, donc de la période déjà augustine. Et aussi des déclamations du 2e, 3e siècle après, donc disons de l'époque impériale. Et dans ces textes, c'est toujours le thème de l'altérité, c'est ce qui m'intéresse, je me suis plongée à voir les rapports avec la rhétorique grecque qui est à la base, les modèles à partir duquel s'est développée la rhétorique et la déclamation latine. Et en particulier, la tendance qu'on peut relever à maintes reprises dans la tradition déclamatoire à valoriser l'éloquence latine, à mettre au clair qu'elle n'est pas inférieure en capacité oratoire par rapport au modèle grec, qui est un modèle d'excellence, et que même d'un point de vue éthique, elle est supérieure parce qu'elle a des limites éthiques, des limites moraux que l'éloquence grecque n'aurait pas et qui représentent un élément de plus grande valeur.
Parce que, donc, il y a des gens qui ont peur de ce que cette déclamation pourrait provoquer chez les élèves qui commencent à la maîtriser. Absolument, absolument, parce qu'elle est un pouvoir de persuasion. La peur est un grand pouvoir et la peur est que ça soit décliné de façon indépendante par rapport à une moralité. Et ça est à Rome une grande question. Et on questionne aussi en Grèce, mais en Grèce, assez rapidement, avec la sophistique, on avait répondu... Qu'est-ce que c'est la sophistique? En fait, la sophistique, c'est les premiers mouvements qui a développé des réflexions déjà à caractère philosophique sur la puissance de la parole, l'art de la parole, l'art de persuader. Et vraiment, dans la sophistique, au-delà de la validité de ce qu'on veut faire passer, du message qu'on veut faire passer. La persuasion pour la persuasion. La capacité de même persuader de l'absurde. Et donc ça, on s'en méfie beaucoup. Ça, on s'en méfie, oui. Et aussi parce que l'apprentissage rhétorique lui-même prévoyait en quelque façon la capacité de pouvoir parler de n'importe quoi, n'importe comment. Je veux dire, ces exercices dont j'ai parlé tout à l'heure étaient aussi performés, on dit, in utramque partem. Ça veut dire, aux élèves était demandé d'assumer les deux rôles chaque fois, de faire un discours pour et un discours contre chaque fois, parce qu'ils devaient être prêts à tout. Mais donc, là, les soucis moraux est vraiment important. Et on voit qu'à Rome, est une vraie question. Par exemple, dans ce recueil de Sénèque-le-Père, on a aussi des déclamations des oisoirs en particulier qui traitent du mort de Cicéron et il est question de persuader Cicéron à demander la grâce à Marc-Antoine, qui était responsable de son insertion dans la liste des proscription et donc de sa mort, et demander la grâce en disant, par exemple, qu'il aurait ainsi brûlé ses ouvrages dans lesquels il attaquait aussi Antoine, s'il avait pour avoir la vie sauve. Et là, par exemple, aucun déclamateur ne veut persuader Cicéron allait faire. Donc, on sent en fait, en fond de moralité, l'exemple de Cicéron est important et son intégralité morale est fondamentale. C'est un message qu'on ne peut pas permettre de faire passer différemment dans un apprentissage pédagogique. Donc, il y a vraiment des élèves qui s'opposent en fait aux exercices qui leur sont proposés. On a la trace de ça. Oui. Alors, ça, c'est une bonne question. Indirectement, oui, parce qu'il nous dit qu'aucun déclamateur. Alors, on ne parle pas là des élèves, effectivement. On parle plutôt des déclamateurs qui donnaient des exemples aux élèves. Mais on peut penser que comme il n'y avait pas de modèle, peut-être c'était aussi difficile pour les élèves, effectivement. Et est-ce qu'il y en a beaucoup de ces écoles à Rome? On sait combien il y en a? Alors, on sait, je ne pense pas combien on a, mais il y a une pluralité d'écoles à Rome. En même temps, et il y avait une compétition, même farouche, entre les différents maîtres de rhétorique, parce que, comme on l'a dit, ils étaient payés par les élèves. Et donc, ils avaient de l'intérêt à avoir un bon suivi et à critiquer les autres. Alors, de ces critiques réciproques et mordantes, parfois, on a vraiment des traces aussi chez Sénèque-le-Père, toujours. Et donc, comment est-ce que ça s'illustre, ces critiques? Est-ce que les gens vont dans l'espace public pour critiquer l'école du voisin ou ils vont même dans l'école du voisin directement pour les critiquer, pour les mettre en ridicule quand ils font un faux pas dans leur discours, ils se moquent d'eux, ou ils reprennent leur discours et les renversent pour les ridiculiser. Et puis, on a aussi des témoignages qu'alors, à ce moment-là, tous les élèves commencent à rire de leur maître. C'est très vivant. C'est des textes, ces petits excerpts, disons, de vie réelle à Rome sont vraiment très, très sympathiques, très, très vivaces. Et donc, vous décrivez qu'ils apprenaient à argumenter, mais est-ce qu'il y a aussi une part qui est un peu jouée? Est-ce qu'on apprend à se tenir? Est-ce qu'on apprend à projeter sa voix?
Absolument, absolument. La part de l'actio, de l'action physique, de la performance était absolument centrale dans l'apprentissage rhétorique. Et nous avons aussi dans les traités de rhétorique des prescriptions très précises. Il faut regarder direct dans les yeux le public, il faut tenir pas les yeux bas, il faut pas tenir les yeux semblés altères, il faut bouger les mains aussi dans des gestes qui peuvent nous sembler aussi assez théâtrales. Et c'est juste cette impression parce que souvent dans les traités de rhétorique, l'art de la performance oratoire est en quelque façon assimilé à la performance théâtrale. Sans doute, un bon orateur doit être aussi un bon acteur, mais c'est aussi quelque chose qu'on connaît justement des débats publics modernes. Un orateur assumé est sans doute plus convaincant. Au-delà de ce qu'il réellement il dit, il dégage un charme et une puissance de persuasion qui va vraiment au-delà de l'argumentation. Et c'est aussi qu'on a pu remarquer dans un projet que nous avons mené avec Daniel Van Malmader et Julien Pangou dans les écoles de secondaire, dans lequel nous avons diffusé les méthodes déclamatoires, les stratégies déclamatoires antiques et on a fait pratiquer les élèves sur ça. On a vraiment vu comment l'aspect performatif était quelque chose de nouveau, je dirais, dans l'apprentissage scolaire. C'est quelque chose qu'on a perdu, en fait. Et je trouve que c'est un dommage, ce serait intéressant de l'intégrer vraiment aussi dans notre système scolaire parce que justement, la force de notre message passe aussi par pas seulement le contenu du message, mais la façon dans laquelle on le véhicule. Et ces ateliers, ils sont toujours accessibles ou le projet est terminé? Alors, le projet lui-même est terminé, mais l'expérience est repervue par les prouvettes de l'Université de Lausanne. Donc, c'est une expérience encore vivante, en tout cas, dans les milieux des écoles secondaires du canton Vaud. Il y a toujours des élèves qui sont formés à la rhétorique latine. Oui, en français. En français. En français, oui. Donc, vous avez traduit des textes ou comment? Oui, vous avez traduit des textes. Oui, on a traduit des textes. C'était dans le cadre, en fait, d'un projet toujours dirigé par Daniel Van Malmader sur la déclamation, donc un projet FNS, un projet libre FNS, sur la déclamation latine. Et dans le cadre de ces projets, nous étions intéressés à des textes. Et pour ce projet Agora, qui en était un dérivé, nous avons travaillé justement sur ces textes, en particulier sur une déclamation, sur la première grande déclamation du pseudo-Cantillien. L'auteur est anonyme et on l'a attribué dans l'histoire manuscrite à Cantillien, qui était un important auteur d'un traité de rhétorique du 1er siècle après Jésus-Christ. Et de quoi traite la déclamation? Alors, en fait, c'est un meurtre d'un père de famille dont il s'accuse les fils aveugles et la belle-mère. C'est un père qui était tué dans son lit. Et il y a une série de traces de mains sur les murs qui partent de la chambre où le père était assassiné à côté de sa femme, la belle-mère. Et ces traces de mains vont de cette chambre jusqu'à la chambre du fils aveugle. Il y a aussi une dimension religieuse, je crois, dans ces textes déclamatoires. Et vous avez d'ailleurs obtenu très récemment un nouveau projet financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, le FNS, dans lequel vous allez justement vous intéresser à la dimension religieuse dans ces textes d'école. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, effectivement, je viens d'obtenir un projet libre FNS, Divina Eloquentia, la religion dans la formation rhétorique à Rome entre République et Empire. Et dans ces projets FNS, le but est d'investiguer le thème de la religion dans la formation rhétorique en assemblant d'un côté les traités de rhétorique et les traités déclamatoires dans la période du 1er siècle avant Jésus-Christ et 1er siècle après Jésus-Christ, donc entre justement fin de la République et début de l'Empire. Et
la religion a une importance claire dans la formation rhétorique, justement pour la raison qu'on vient de dire au début, on a dit au début, c'est-à-dire les liens intrinsèques à Rome entre religion et politique. Là, les écoles de rhétorique devaient former les jeunes gens à être des citoyens positivement actifs au sein de l'État. Et donc, ils devaient aussi savoir traiter de la matière religieuse. Ils devaient savoir connaître et utiliser la législation concernant les sacrés. Et d'autre part, l'influence que la politique et comme la philosophie dans leur impact sur la religion, dans leur vision de la religion, peuvent avoir dans l'enseignement rhétorique. La politique en particulier est, dans ces périodes a des changements forts. On passe justement d'un système de type républicain à un système de type impérial. Et cela a des implications fortes aussi à niveau religieux. Par exemple, à l'époque républicaine, ce sont les magistrats publics, les magistrats romains qui font partie aussi des prêtrises, qui ont aussi un rôle religieux dans la religion publique et un rôle religieux important dans la religion publique. Avec le système impérial, ces prêtrises restent, mais l'empereur en même temps est Pontifex Maximus, donc le magistrat à caractère religieux le plus important à Rome, mais il est aussi augure, et donc il a une pluralité des fonctions religieuses qui avant étaient attribuées à des hommes différents. Mais donc il n'y a plus de séparation entre religion et politique, entre l'État... Oui, alors en fait, proprement, il n'y a jamais eu, parce que c'était toujours les mêmes personnes qui étaient au Sénat aussi, mais là, c'est la même personne. Il n'y a pas, disons, une pluralité de possibilités et d'intérêts différents, chose qui fait un peu les systèmes républicains, c'est-à-dire une essai d'équilibre entre des intérêts différents et entre des pulsions différentes, entre des points de vue différents. Là, c'est une personne qui décide. Et même après Auguste, on a une divinisation ouverte de l'empereur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'empereur est vénéré comme une divinité. Et ça change beaucoup à Rome. Parce qu'avant, c'était justement jusqu'à Auguste, en tout cas d'un point de vue officiel, on avait toujours un refus de la tendance qui était, par exemple, tendance plutôt du monde hellénistique, à diviniser l'empereur, à diviniser la figure, disons, au pouvoir. Et est-ce que ce changement, ce que vous décrivez, se manifeste dans les manuels d'école ? On le perçoit dans la manière dont on enseigne la rhétorique aux élèves ? Oui, on le perçoit absolument. Il y a des éléments qui sont très intéressants dans les traités de Sénèque-le-Père parce qu'on voit vraiment qu'il y a comme deux tendances une confrontation entre deux tendances, une tendance à interpréter une religion plus dans un sens républicain et à faire référence à certaines prêtrises vraiment avec des valeurs et des fonctions de type républicain et en même temps d'autres déclamateurs qui s'alignent clairement avec ce qu'on sait de la politique augustaine, par exemple, acceptent certaines revisitations du culte de Vesta, qui est une des divinités romaines, qu'Auguste avait introduit. Et là, on voit que les écoles de rhétorique sont aussi des laboratoires, en quelque façon, de religion civile dans lesquelles on débat d'une réalité urgente politico-religieuse. Et vous disiez que votre nouveau projet allait s'articuler autour de différents axes. C'est quoi cette organisation que vous allez explorer ? Alors oui, effectivement, j'ai prévu que ces projets s'articulent en deux axes principaux. Un axe qui va traiter du rapport entre religion et société dans la formation rhétorique et un axe qui s'intéressera plutôt à l'influence de la religion dans les langages rhétoriques.
pour les premiers axes, le premier axe sera conduit. J'ai prévu d'engager 2 chercheurs ou chercheuses postdoctorales pour mener à bien justement les premiers axes de recherche dans lesquels sera question d'examiner d'une part la représentation de la religion dans les textes rhétoriques, et donc comment sont représentés les dieux ou les prêtrises ou encore les lieux sacrés, les rituels, et aussi comment on articule les rapports entre religion et d'autres sphères culturelles comme peuvent être la politique justement ou la philosophie. Et par contre, les deuxième axe de recherche vise à investiguer le rôle de la religion dans des expressions du langage métaphorique issu justement du secret dans la rhétorique. Vous avez un exemple précis oui, peut-être? Oui. Même les mots que j'ai choisis pour les titres du projet, divine eloquentia, ça c'est effectivement une expression et on parle d'une éloquence divine. On parle d'un orateur divin. On dit que Cicéron est un orateur divin typiquement, mais aussi on peut utiliser des expressions issues du langage sacré pour la critique stylistique. Donc, on a ce type d'utilisation d'expression et j'aimerais, ça c'est l'axe un peu que je me réserve, investiguer déjà si ces types d'expressions sont présentes et comment dans la rhétorique grecque, justement, qui est le modèle et l'origine un peu de la rhétorique romaine, et aussi si il y a une articulation différente à Rome, aussi par rapport à ce qu'on disait justement tout à l'heure, de cette volonté d'une moralité forte dans l'éloquence romaine. Est-ce que cette utilisation d'un langage métaphorique lié à la religion est reliée ou pas à ce thème d'une éthique de la parole? Et si on s'éloigne un tout petit peu maintenant de ces questions d'éthique que vous venez de mentionner, je me demandais, est-ce que on a des traces d'apports rhétoriques donc, qui viennent des textes d'école dans la société? Est-ce qu'il y a une forme de porosité? Est-ce que il y a des choses qui passent de l'école à l'extérieur, par exemple? Oui, absolument. Il y a cette porosité, j'aime bien cette image, qui est très active, très importante. En fait, on voit vraiment comment l'apprentissage rhétorique est un moyen aussi de création d'un ensemble de valeurs et comportements partagés au sein de la société. C'est la raison pour laquelle je souhaite que ces projets ne contribuent pas seulement, et ça c'est déjà important, à améliorer notre connaissance de la rhétorique latine, mais aussi vraiment à complexifier, à enrichir notre connaissance de la religion, de la société, de la politique, de la culture à une époque cruciale de l'histoire de Rome. Et à ce propos, donc, concernant cette influence de l'apprentissage rhétorique dans la société, j'ai mené, avant de soumettre le projet, j'ai mené une étude pilote justement sur le thème de la religion en prenant un cas spécifique dans l'apprentissage rhétorique. Et j'ai étudié la figure de Métellus, du grand pontife Métellus, qui en 241 avant Jésus-Christ avait sauvé les palladiums, un objet sacré, une statue de Minerve qui était conservée dans le temple de la déesse Vesta et qui était relié, le palladium, au salut de Rome. Donc c'était une statue, un objet sacré de grande importance qu'on cachait à l'intérieur d'un temple.
Et à cause de l'incendie dont le temple était victime, ce objet risquait d'être perdu et donc aussi le salut de Rome était en danger. Et ça, c'est un fait historique. Ce ex-consul Metellus était rentré au danger de sa vie dans les temples en flammes, avait pris le palladium, plus en général les objets sacrés de ces temples, et il s'en était sorti vivant et il les avait sauvés. Ça, c'est le fait historique. Et après, ce que je vais te dire et comment ce fait historique est réinterprété dans les écoles de rhétorique. C'est un fait bien sûr lié à la religion. Et qu'est-ce qu'on en fait dans les écoles de rhétorique? Eh bien, on a un témoignage chez Sénèque le Père qui nous dit comment à ces faits réels, on a ajouté un particulier très impressionnant, c'est-à-dire, mais complètement fictif, c'est-à-dire que Metellus se serait aveuglé en faisant son sauvetage du palladium. Et la question sur laquelle on débat dans la controverse que Sénèque nous relate est si, étant aveugle, il est encore digne de rester grand pontife. Parce que comme une loi dit, une prétendue loi, on pense que c'est une loi fictive, souvent dans les déclamations, tout est fictif, et les lois aussi sont fictives. La loi dit que les prêtres doivent être intacts, intègres. Et là, ce cas d'étude m'a permis de montrer d'un côté comment un sujet, disons, historique mais falsifié de ce type pouvait permettre aux jeunes d'appréhender un type de langage qu'ils auraient après pu utiliser dans la réalité pour débattre effectivement des causes liées aux prêtrises, à la pertinence au moins de laisser quelqu'un participer encore en prêtrise, et aussi de réinterpréter peut-être de façon plus moderne certaines lois qui pouvaient être aussi très archaïques à Rome. Par exemple, ça c'est le cas d'une loi fictive, mais une loi qui parle de le fait d'être intègre, intact. On voit que dans les excerpts déclamatoires qui sont cités, cette intégralité peut être interprétée d'une façon physique, comme certes devait l'être au début, dans une période plus archaïque, donc le fait de ne pas avoir des défauts physiques, ou morale. Est-ce que quelqu'un qui était héroïque en sauvant au mépris de sa vie des objets sacrés n'est pas la personne la plus intacte moralement de tous? Et à propos des représentations, disons, du porosité, parce qu'on était parti de là, de la représentation de la religion dans les écoles de rhétorique par rapport après à la société, à la vraie vie, entre guillemets. Dans ces cas d'études, j'ai aussi pu montrer comment, dans certains auteurs successifs, à Sénèque le Père et donc, disons, à la première grande vague des écoles de rhétorique à Rome de l'époque augustaine, la cécité de Metellus est un fait acquis comme réel. Et par exemple, un auteur tout à fait sérieux comme Pline l'Ancien, dans son ouvrage encyclopédique qui commence à publier à partir des années 70 après Jésus-Christ, il fait référence à notre Metellus en parlant de l'éloge funèbre que son fils, Quintus, avait fait lors de sa mort et dans lequel il avait loué son père pour avoir atteint le maximum de la joie et tous les objectifs suprêmes à la recherche desquels les sages passaient leur vie, il dit. Et là, Pline n'est pas du tout d'accord et l'argument central qu'il utilise pour montrer que le fils de Metellus a tort est celui-là. Il dit, voilà qui serait trop long à reprendre, c'est-à-dire à contester point par point l'argumentation du fils, mais il dit un seul fait suffit à les contester. C'est Metellus passa sa vieillesse dans la cécité. Il avait perdu la vue dans un incendie en enlevant les palladiums du sanctuaire de Vesta. Les motifs en étaient glorieux, mais les résultats déplorables. Alors, Pline l'Ancien est, je dirais, un très bon élève des écoles de rhétorique.
Peut-être qu'on conclut là-dessus. Oui, volontiers. Merci beaucoup. Merci à vous, Alessandra Roll, d'avoir partagé tous ces éléments qui étaient vraiment passionnants avec nous aujourd'hui. Et on se réjouit en tout cas de découvrir la suite de vos recherches. Revenez nous voir dans 2 ans. Merci beaucoup alors. Alors à dans 2 ans. À dans 2 ans. Merci à Alessandra Roll, maître assistante à l'Institut d'archéologie et de sciences de l'Antiquité de la Faculté des Lettres de l'UNIL pour sa disponibilité, et merci à vous d'avoir écouté cet entretien. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast avec une chercheuse ou un chercheur de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Salut!